Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Économique, celui qu'on qualifiait de prodige, de Mozart de la finance, a creusé la dette de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Sécuritaire, Enzo, Thomas, Lola et combien d'autres ont péri sur l'autel de l'injustice et du laxisme d'État. Géopolitique, ils veulent à présent envoyer nos soldats à la guerre face à une autre puissance nucléaire qui ne nous menace pas. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Pas d'oligarques, pas de subventions, nous ne piquons pas dans votre porte-monnaie comme le service public le fait. C'est vous qui jugez de notre utilité avec votre don. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. C'est un homme politique ivoirien, prix Mandela de la littérature en 2017. Ses écrits décoiffants, vous allez pouvoir en juger, invitent à une réflexion sur l'Afrique postcoloniale et il vient de publier un ouvrage important intitulé « Haine du blanc ». Et Monde Noir, et il s'agit de Kakou Ernest Tigori. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être présent. Et tout d'abord, avant d'évoquer votre livre, je voudrais avoir votre regard sur la situation actuelle de l'Afrique noire. Décrochage de la France, les maladresses d'Emmanuel Macron, la puissance de la Russie et de la Chine. Quel est votre regard sur tout cela? Bon, disons que l'Afrique noire, ça pourrait aller beaucoup mieux. Je dis cela parce que quand nous voyons les jeunes qui prennent beaucoup de risques dans le Sahara et la Méditerranée pour chercher un mieux-être sous d'autres cieux, cela veut dire qu'il y a des difficultés. Voilà. Donc ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais je crois que le problème, il faut que les Africains soient conscients, prennent conscience eux-mêmes qu'ils sont indépendants depuis 1960. Parce que il y a une mentalité qui s'est développée avec le néocolonialisme, la France-Afrique, qui fait que beaucoup d'Africains n'ont pas encore pris conscience qu'ils sont indépendants. Et tous les problèmes qu'il y a sur le continent, mais évidemment, ce sont les Occidentaux qui sont accusés. Donc on a vu avec la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique, chaque fois, tous les problèmes, c'est la France. C'est quand même dommage que tout un peuple comme ça ne prenne pas conscience de son rôle, son propre rôle dans son destin et passe tout son temps à accuser les autres. C'est pas normal. Il faut sortir de cette mentalité-là. Sortir de cette mentalité, c'est sûrement commencer à lire Haine du blanc et Monde Noir, un ouvrage qui est en vente bien évidemment sur le site tvl.fr à la rubrique boutique. Avant toute chose, vous faites une étude presque historique en fait sur l'Europe et le déploiement de son hégémonie sur le monde qui aboutit en 2024 à une haine du blanc par les blancs. Et c'est ça votre premier constat? Oui, c'est ça, mais bien avant 2024. Je commence au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'au moment où l'Europe établit son hégémonie sur le reste de l'humanité, les germes de la haine du blanc sont, je dirais, semés par les blancs eux-mêmes. Pas les blancs eux-mêmes. Quand vous regardez au fil des siècles tout ce qui se passe pendant la Révolution française, par exemple, il y a une haine de la monarchie occidentale, il y a une haine de l'Église qui a accompagné l'Occident dans sa conquête de la science et du globe. Donc, tous les éléments qui ont été à la base de l'hégémonie occidentale vont être rejetés par une certaine élite occidentale. C'est une élite renégate qui
va ainsi se perpétuer de siècle en siècle. On verra au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle et les difficultés du monde ouvrier, comment est-ce que cette gauche haineuse de sa société va se mettre en place. Voilà, et on voit aussi, par exemple, la commune de France en 1871, comment est-ce qu'on va chercher à détruire complètement une ville comme Paris. Non, la haine, sa source est dans la société blanche. Et elle va être inculquée par la suite au reste de l'humanité, pas seulement en Afrique, mais même dans le monde arabe. Quand vous voyez un pays comme l'Algérie qui déteste beaucoup la France, mais ça vient de quoi? Ce sont les communistes français qui ont instillé la haine aux combattants du FLN. Les Indiens ont pris leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, mais il n'y a pas de haine de l'Inde par rapport à la Grande-Bretagne, parce que les combattants de la liberté en Inde, ils n'étaient pas cornaqués par des communistes. Donc cette haine-là, elle vient d'ici. Elle a été inculquée. Une haine des Blancs par les Blancs. Votre second constat, qui est lui aussi très politiquement incorrect, c'est que l'Afrique noire a longtemps justifié en fait ses faiblesses ou ses manquements ou ses errements politiques par la supposée haine effectuée par les Blancs à son égard. C'est de la faute des Blancs. Oui, mais c'est ça. Disons que dans cette action pour instiller la haine du Blanc, puisque, comme je vous ai... Regardez par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des Occidentaux qui vont se battre pour qu'on chasse leur pays de toutes les colonies. Ce sont les communistes qui vont monter toutes les forces politiques qui vont être contre la présence occidentale sur tous les continents, en Afrique même, en Asie également. Donc, ce sont ces courants de pensée en Occident qui vont instiller la haine du blanc aux autres. Donc, depuis qu'il y a les indépendances en Afrique noire, mais qu'est-ce que vous entendez dire? Que c'est le néocolonialisme qui fait que l'Afrique n'avance pas. Mais ça, ce n'est pas les Noirs qui le disent, c'est les Blancs qui le disent. La France-Afrique, quels sont ceux qui font la promotion de toutes ces idées, la France-Afrique? Mais c'est d'ici que ça vient pas de l'Afrique. Donc, pour les Africains, c'est très confortable. Ça ne va pas, ils disent que c'est pas nous, mais c'est pas nous. Donc, la traite négrière, ils disent qu'ils en sont responsables. Ah ben, ça va. Alors, c'est vrai, ça vous indiquez très nettement que la manipulation concernant l'Afrique noire s'articule autour de plusieurs points. Vous en avez évoqué un important, puisque c'est le premier que vous mettez en exergue de l'ouvrage. C'est le blanc est responsable exclusif de la traite négrière qui a décimé le monde noir pendant plus de 3 siècles. Voilà, ça c'est une réalité. Et vous dites non. Non, mais il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. Les grands États africains, depuis le premier millénaire avec le Ghana, mais par la suite il y a eu le Soso, le Mandingue, le Songhai, les grands États africains ont toujours été des vendeurs d'esclaves à travers le Sahara. Quand Kankan Moussa, le roi du Mali, va à la Mecque en l'an 1325 avec près de 10 000 esclaves à vendre, aucun blanc n'avait encore mis les pieds en Afrique noire. Donc comment peut-on dire que les blancs sont responsables de la traite négrière? Non, pas du tout. Il se trouve que l'esclavage et les traites sont liés à ce que j'appelle dans le livre le non-respect de la dignité humaine des plus faibles. L'Afrique n'avait pas encore fait cette transition que tout le reste de l'humanité avait fait, parce qu'au début, tout le monde a été esclavagiste sur cette terre. Mais à un moment donné, les sociétés ont évolué. Et l'Afrique n'avait pas encore fait cette transition du respect de la dignité humaine des plus faibles. C'est-à-dire, après une guerre entre deux tribus, les vaincus, c'est des esclaves qu'on peut vendre, qu'on peut égorger pour faire des sacrifices rituels. Voilà, il y a un respect de l'humanité que nous n'avons pas encore atteint dans notre évolution au moment où nous avons rencontré le blanc, c'est-à-dire à la fin du 15e, début du 16e siècle. C'est ce qui va expliquer que tout de suite la traite atlantique se met en place. Mais depuis des siècles, les États africains, les grands États africains, ont été des vendeurs d'esclaves. Je vous donne un seul exemple, retenez celui-là. En 1325, le roi du Mali, Kankan Moussa, va à la Mecque avec près de 10 000 esclaves. Dans ce moment, il n'y avait eu aucun blanc en Afrique. Donc, comment... Est-ce qu'on peut dédouaner le monde blanc de ce processus de traite négrière complètement? Non, il s'agit être le complice. Il ne s'agit pas de dédouaner. Il s'agit de dire que c'était une pratique de l'époque.
Parce que, évidemment, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est quelque chose quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'évidemment, nos mentalités ont évolué, mais à l'époque, tout le monde le pratiquait. Mais surtout, on ne peut pas accuser le blanc et dédouaner le noir qui vendait. Bon sang, c'est ça que je ne comprends pas de la part des Africains. Que des blancs accusent d'autres blancs d'avoir fait ce commerce, à la limite, je veux bien. Mais que les Africains emboîtent le pas des blancs pour accuser les blancs de traite négrière. Mais non. Le royaume du Dahomey, par exemple, dès le XVIIIe siècle, le roi Tebbenou vendait près de 10 000 esclaves par an. Mais enfin, donc aujourd'hui, le Béninois, héritier de ce royaume du Dahomey, va accuser le Français d'être responsable de la traite négrière. Alors que, ce qu'on ne dit pas, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, les Occidentaux arrêtent la traite négrière. Le continent africain va même être surveillé. Il y a des bateaux qui vont arraisonner les trafiquants d'esclaves noirs. C'est comme ça que des villes comme Libreville, Freetown vont être créées. C'est-à-dire que les esclaves qu'on prenait de ces bateaux, qu'on arraisonnait, on les ramenait en Afrique, dans ces villes-là. Donc pendant tout le XIXe siècle, ce sont les Blancs qui vont se battre en terre africaine pour arrêter l'esclavage. Bon sang, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis d'une région, je suis un Akan. Les Akans, ça fait près de 25 millions d'individus entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ma région a été l'une des régions, mais mon peuple a été l'un des peuples, les principaux acteurs de la traite négrière. L'espace Akan, avec le Dahomey, chez les Akans, c'était le Cape Coast, les Dahoméens, c'était Ouida, ont été les deux plus grands ports de vente d'esclaves. Mais c'était dans les coutumes. Il ne s'agit pas d'accuser. Je n'accuse pas mes ancêtres d'être d'odieux esclavagistes, mais raison de plus pour que je n'accuse pas les vôtres. C'était une pratique de l'époque. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et dans cet espace, jusqu'à ce que le royaume Ashanti soit défait en janvier 1896, mais c'était une lutte du protectorat britannique pour arrêter l'esclavage et la traite négrière. Donc, c'est des choses. Il faut tout simplement que les gens reconnaissent, enfin, apprennent dans leur histoire pour ne pas accuser à tort les autres. Et nous avons besoin de ce travail-là parce que ce mal qui a permis cela, c'est-à-dire le non-respect de la dignité humaine des plus faibles, s'il n'est pas combattu, cela se perpétue. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'état au niveau du droit en Afrique, l'état du droit dans les États africains, ce qui fait que les masses dans l'ensemble ne s'en sortent pas et que nous avons tous ces jeunes qui sont dans la Méditerranée pour fuir l'Afrique, mais c'est parce que quelque part, ce mal persiste. Les États africains ne sont pas pauvres, il y a des richesses, mais il y a un mal qui persiste, c'est un non-respect des plus faibles. Voilà, ce travail, nous devons le faire, mais pour le faire, il faut assumer son passé pour pouvoir faire ce travail-là. Oui, Ernest Tigori, le second point de votre développement dans l'ouvrage est aussi important, puisque vous dites la colonisation de la fin du XIXe siècle était une entreprise de prédation et d'esclavage sur fond de racisme. Vous dites exactement le contraire. Oui. Mais pourtant, c'est ce qu'on apprend dans les écoles françaises. Oui, mais ça, c'est la grosse escroquerie. La colonisation commence à quelle époque? À la fin du XIXe siècle. Mais ça fait 4 siècles, je dis, pas 4 ans, pas 40 ans, 4 siècles que les Blancs et les Noirs se connaissent. Les Blancs arrivent en Afrique à la fin du XVe siècle, donc les Blancs et les Noirs se connaissent. Et la présence blanche en Afrique au début ce sera juste des comptoirs, des forts sur le littoral pour faire le commerce, mais petit à petit, cette présence va se renforcer par la création du protectorat. Le protectorat, c'est quoi? Le commerce qu'il y avait était devenu tellement florissant que autant les Blancs se bousculaient, se battaient pour avoir des bouts de littoral pour leurs affaires, autant les Africains se battaient pour être propriétaires de ces terres-là. Donc le protectorat, c'est une autorité locale qui s'entend avec les Blancs pour assurer la protection et garantir leur business. Et cela va durer pendant tout le XIXe siècle. Et à un moment donné, la traite négrière étant interdite désormais par les Blancs, les différents acteurs vont s'orienter vers d'autres négoces. Et les populations vont voir que les localités sous protectorat européen
font une certaine promotion. Les gens ont un certain bien-être. Et à un moment donné, au 19e siècle, il y a des élites africaines qui vont chercher à coopérer avec les Blancs pour la gestion de leur société. Et je donne des exemples dans le livre. Je vous donne l'exemple du Tswana. Les chefs locaux de Tswana vont envoyer plusieurs courriers pour demander à la Grande-Bretagne de venir les prendre sous sa protection. Vous prenez Anéo. Anéo, c'était parmi les élites africaines les plus évoluées. C'est des gens qui avaient des établissements de commerce, ils faisaient du négoce international. Ils vont adresser à la France, à partir de 1881, des demandes de protectorat, c'est-à-dire c'est la colonisation. Et c'est parce que la France n'a pas répondu à leurs multiples demandes qu'ils vont finalement s'adresser à l'Allemagne. C'est comme ça que la colonie du Togo allemande va naître. Je prends l'exemple des Moussi. Aujourd'hui, ils sont en Haute-Volta au Burkina Faso. Le futur roi Ouabougo, il va faire se déplacer pour rencontrer Benjé. Benjé qui était l'explorateur français qui arpentait cette zone-là. Et pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement coopérer avec la France. Il est venu avec des présents. Pour la petite histoire, il a même offert 3 jeunes filles aussi à Benjé comme épouse. Bon, voilà. Donc, il voyait bien que les populations de la Basse-Côte avaient un train de vie qu'il espérait pouvoir offrir aux siens. Donc, la colonisation va se mettre en place avec une adhésion majoritaire des élites africaines. Mais seulement, aujourd'hui, on n'en parle que du point de vue des Européens. On dit Jules Ferry a dit ceci, Jean Jaurès a dit cela, Victor Hugo a dit ceci sur les Africains. On ne parle de la mise en place de l'entreprise coloniale que d'un point de vue européen. Comme si les Noirs étaient dépourvus de capacité d'expression, de volonté ou même de capacité de se battre. Non, pas du tout. C'est deux volontés qui se sont rencontrées. Ce n'est pas seulement la conférence de Berlin de 1885 qui déclenche la colonisation, c'est deux volontés qui se sont rencontrées et les Africains vont contribuer, vont participer, vont être impliqués dans le développement de leur société. C'est pour cela qu'en quelques décennies, l'Afrique va être transformée, mon sang. L'Afrique sera transformée en quelques décennies. Quand on arrive déjà dans les années 30-40, l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique de 1890, 1880, des années 1900. M. Tigori, vous dites, ça aussi c'est important, que ces mensonges que vous dénoncez avec véhémence continuent d'exister. Mais justement, ces mensonges continuent d'exister. Et c'est là ma préoccupation d'aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, à l'après-guerre, les élites intellectuelles occidentales sont au service de Moscou. Ce sont des élites qui, dans l'ensemble, vont se battre contre leur propre pays. Pour ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, il était question de dénigrer systématiquement l'entreprise coloniale occidentale dans le monde et en particulier en Afrique. Donc on va falsifier l'histoire de l'Afrique autant dans la mise en place de la colonisation que dans sa réalité. Mais ça a été démenti par les populations elles-mêmes. De Gaulle arrive au pouvoir, revient au pouvoir en 1958. Et tout cela, depuis plus de 10 ans, il y a eu une campagne de dénigrement systématique de la colonisation. On a vu en 1950, les communistes ont publié le discours sur le colonialisme qu'ils ont fait signer par Aimé Césaire. Voilà, donc il y a toute une campagne. De Gaulle dit non. Moi, je pense que la France peut continuer à s'associer avec son empire colonial. Et De Gaulle avait trouvé des élites africaines qui partageaient ce point de vue, comme Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire ou Léon Mba du Gabon. Donc, avec un certain nombre d'élites africaines, ils vont se lancer dans ce combat-là. Et De Gaulle dit, bon, mais c'est simple, nous allons demander l'avis des populations africaines. Donc, au référendum de 1958, les Africains sont impliqués, les territoires africains sont interrogés, et sur près de 10 millions d'électeurs africains, l'indépendance va être rejetée, malgré cette campagne de dénigrement de la colonisation. Et ça, on le tait. Pour revenir à ce que vous avez dit, jusqu'aujourd'hui, le mensonge continue, mais on le tait. Je voulais juste, si vous permettez, vous donner les résultats. C'est 9 Africains sur 10, territoire par territoire, en moyenne 9 Africains sur 10 qui ont rejeté les indépendances. Normalement, le débat était clos. Il n'y a que la Guinée de Sékou Touré qui avait choisi l'indépendance, qui a dit non à De Gaulle.
pour quelques semaines après aller former avec le Ghana de Kwame Nkrumah ce qu'on appelait l'Union des États africains, Léonid Brejnev, le président du Présidium du Soviet suprême, s'est déplacé pour aller soutenir cet État formé par Sékou Touré et par Kwame Nkrumah. Qu'est-ce que ça donnait? Aujourd'hui encore, il faut savoir que la Guinée est l'un des pays les plus en retard de l'Afrique noire, jusqu'aujourd'hui en 2024. Mais ça, personne n'en parle. Voilà. Donc, les Africains, il faut le retenir, en 1958, à 9 sur 10, sur près de 10 millions d'électeurs ont rejeté l'indépendance, mais par la suite, elle leur a été imposée. Elle leur a été imposée, je vous explique brièvement. En 2005, il y a eu un référendum ici en France, le référendum sur la Constitution. Les Français l'ont rejeté à près de 55%. Mais pourtant, on leur a imposé ce qui avait été arrêté. Alors imaginez ces élites bien pensantes qui pensaient en 2005 que les Français n'étaient pas assez mûrs pour choisir leur destin, ce qu'elles pouvaient penser des Africains en 1958. Ce n'était quand même pas ces masses incultes de l'Afrique qui allaient arrêter leur plan. Donc, les indépendances vont être imposées malgré le rejet des populations africaines. Bon, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais il est bon que ces vérités-là soient dites aujourd'hui, parce que tous les jeunes Africains que vous voyez, qui aujourd'hui, indigénistes, décoloniaux, tout ce que vous voulez, les gens sont persuadés que leurs ancêtres ont été maltraités. Mais ils ne connaissent pas la vie de leurs ancêtres. Leurs ancêtres colonisés, non seulement ont souhaité la colonisation, mais en plus l'ont approuvé en rejetant l'indépendance en 1958. La lecture de Haine du blanc et Monde noir donne des clés pour comprendre finalement les évolutions chaotiques des relations entre l'Afrique francophone et la France. Est-ce que les nations africaines, plus généralement, sont en capacité de comprendre définitivement qu'elles doivent assumer leurs responsabilités auprès de leur population et que leur indépendance, elle est réelle? Oui, c'est ça, c'est le combat politique, le combat intellectuel qu'il faut mener aujourd'hui pour que les Africains sachent qu'ils sont les premiers responsables de leur destin. On ne peut pas passer tout son temps à ressasser le passé et accuser les autres. Tous les pays du monde ont été colonisés. Aujourd'hui, ces mêmes personnes d'ailleurs qui induisent les Africains en erreur en dénigrant systématiquement, en blâmant la colonisation, ces mêmes souvent sont fiers de la civilisation gallo-romaine. La civilisation gallo-romaine, c'est quoi? C'est Rome qui avait colonisé la France et la France en est sortie avec du positif. Voilà, il faut arrêter. Chaque peuple est responsable de son destin. L'histoire, il y a toujours des événements fâcheux dans l'histoire, mais on va au-delà de ça. Les Américains ils se sont battus pour prendre leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Bon, ben, une fois qu'ils ont eu leur indépendance, ils se sont mis au travail. Un siècle après, c'est eux qui dominaient le monde. Il faut arrêter. Voilà, les Indiens, ils ont pris leur indépendance en 1947. Aujourd'hui, ils se battent. Ils font partie de ce qu'on appelle les puissances émergentes aujourd'hui. Qu'est-ce que les Japonais n'ont pas fait subir aux Chinois? Aujourd'hui, la Chine est la première puissance, pratiquement la première puissance économique du monde. Il n'y a que les Africains qui passent le temps à se plaindre. Quelle est la solution? Par exemple, que les élites formées à l'étranger retournent en Afrique travailler? Est-ce que c'est ça une des solutions? Quelles sont les solutions pour que ça soit effectif? Oui, il faut qu'il y ait une élite préoccupée par les questions d'intérêt général. Une élite qui s'organise pour mettre l'État dans son rôle d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Tant que le pouvoir sera vu comme un gros gâteau que le blanc a oublié d'emporter et qu'il faut se battre pour chacun prendre sa part et que cela entraîne des questions tribales, des luttes tribales entre les différents groupes, on n'avancera pas. Donc c'est le manque du sens de l'intérêt général, développer une certaine moralité publique. Ce que je comprends, c'est qu'il faut dénoncer la corruption, c'est ça que entre autres. Mais je suis d'accord avec vous que c'est l'un des problèmes les plus importants, qu'il y ait une certaine moralité publique. On ne peut pas... Il faut remettre l'État dans son rôle. L'État est là pour servir l'intérêt général. L'État n'est pas là pour servir les intérêts particuliers. Et il faut qu'il y ait une élite qui le comprenne, parce que ça, c'est pas évident.
Voilà, les gens pensent que bon, ben, on arrive au pouvoir, ben, c'est notre tour, c'est le tour de notre clan. Voilà, avant c'était les autres, ils ont bouffé, maintenant c'est nous. Il faut qu'on sorte de ces logiques-là. Et puis bon, évidemment, cela s'accompagne avec une certaine promotion du mérite. Mais quand il y a le népotisme et que il y a le tribalisme fait que bon, ben, c'est pas clan, c'est pas ethnique, on arrive au pouvoir, vous arrivez dans certains pays, tous les postes importants appartiennent aux gens d'une même région. Bon, donc tout cela crée un climat, détruit la cohésion, détruit le vouloir vivre collectif et fait courir beaucoup de risques à tout le monde. Voilà, parce que chacun veut que son clan soit au pouvoir pour pouvoir profiter de sa situation, d'une situation favorable. Mais on détruit la cohésion. Quand il n'y a pas de cohésion, quand il n'y a pas la paix, voilà, il est difficile de faire la promotion, de redresser un pays, de faire la promotion du développement. C'est voilà. Quand même un portrait que vous faites qui est assez sombre, c'est pessimiste finalement de l'Afrique. Oh non, je ne dirais pas que... je pense que ici et là, il y a quand même des consciences qui peuvent se faire jour. Il faut tout simplement que les questions d'intérêt général soient de plus en plus la préoccupation de ceux qui dirigent. Mais il y a des choses qui avancent, ça et là, il ne faut pas non plus être désespéré, sinon, non, il y a des choses qui avancent. Mais même en Côte d'Ivoire, votre pays? Ça fait un moment que je n'y ai pas été, en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais mes enfants y étaient d'ailleurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont revenus, très fiers de leur pays. Donc je me dis que bon, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire et je pense que en termes d'infrastructures, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà. C'est votre idée de retourner en Côte d'Ivoire, en Afrique? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes là parce que nous n'avons pas encore eu l'opportunité pour retourner. Mais sinon, voilà, en tout cas en ce qui me concerne... Vous aviez fui, hein, je rappelle, la Côte d'Ivoire pour des raisons politiques? Oui, disons que c'est ça. Je suis parti de la Côte d'Ivoire parce que, voilà, j'étais menacé, voilà, et j'ai dû venir en France pour me mettre à l'abri. Et puis bon, ben, depuis, je suis là parce que je n'ai pas eu l'opportunité pour retourner. Et vous pensez que cette opportunité, elle va arriver? On cherche toujours. Voilà, et la Côte d'Ivoire avait gagné face au Nigeria. Face au Nigeria, oui, une belle victoire. Voilà, c'est celui du frère Jacques. Merci beaucoup, Kakou Ernest Tigori. Je redeviens très sérieux sur cet ouvrage Haine du blanc et Monde noir, en vente sur le site tvl.fr, et vous allez dans la boutique de TV Liberté. Merci à vous, merci monsieur. Merci infiniment, merci à vous.